Bonjour, chers collègues, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Bienvenue à tous et toutes. C'est toujours un plaisir de pouvoir accueillir les membres d'Ocasi à ces genres de discussions pour en matière d'antiraciste, d'anti-oppression, d'anti-homophobie. C'est tellement important présentement. Alors, c'est un plaisir que Ocasi ainsi que ses agences membres sont à l'écoute vis-à-vis la manière dont on va se présenter dans le secteur lorsqu'on travaille avec des populations diverses ici en Ontario. Bienvenue à justement ce lancement en avant-première. Je me demande toujours c'est quoi le contraire, mais bienvenue à lancement en avant-première en matière de la nouvelle politique antiraciste et anti-oppression de CACI. Alors, il y a c'est la première de deux sessions. La deuxième va avoir lieu le mercredi 22 novembre à la même heure. Quelques points administratifs avant de débuter et avant que nos collègues se joignent à nous. Si vous avez besoin de soutien technique pendant la session, si vous avez des questions techniques, veuillez utiliser la fonction de la boîte de clavardage qui se trouve dans la barre inférieure de votre écran pour communiquer directement avec co-animateur Abel Berab et au Martha. Alors, Abel, Martha, donnez-moi un coup de main. Vous pouvez envoyer un message. Alors, assurez que vous gardez en sourdine pendant la session. Lorsqu'on arrive à une partie de la discussion de notre lancement, s'il vous plaît, utilisez la fonction Q&R pour poser vos questions. Ne posez pas vos questions dans la boîte de clavardage. Vous pouvez utiliser la boîte de clavardage pour pouvoir discuter avec vos pairs, mais s'il vous plaît, pour le partage de vos questions, utilisez la fonctionnalité Q&R et c'est qu'est-ce qu'on va utiliser pour poser les questions à nos panélistes ainsi que notre modérateur, modératrice. Et à nouveau, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage pour communiquer avec vos pairs. Alors, présentez-vous, indiquez votre nom et organisation et vous vous trouvez au sein de la province. On va lancer un sondage au début de la session. Le sondage va apparaître sur votre écran, sera disponible en français et en anglais. Alors, l'interprétation en français est offerte. La session elle-même se déroule en anglais. Veuillez utiliser le bouton d'interprétation au bas de votre écran de Zoom pour sélectionner la langue de votre choix, français ou anglais. La présentation PowerPoint utilisée dans cette session sera en française et en anglaise. Nous avons aussi une enquête d'évaluation qui s'ouvrira une fois que la rencontre se termine. C'est un sondage qui est assez court. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour répondre à l'enquête. Votre interaction est très importante pour nous. On l'utilise pour améliorer l'expérience pour vous en tant que participant et participante. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la manière dont on présente le contenu? Comme vous avez peut-être remarqué, la session est enregistrée en français et en anglais et elle sera disponible sur la chaîne YouTube d'Ocasi. Si vous voulez pas qu'on voit votre visage, n'oubliez pas d'éteindre votre caméra. Alors, quand notre collègue n'apparaît pas, justement, c'est aussi une bonne manière de pouvoir assurer votre connexion. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est ça qu'elle nous a indiqué. Puis, la partie sur l'auto-soin. La fatigue de Zoom est réelle. Alors, depuis 2020, nous avons passé du temps sur les écrans en train de se parler. Alors, n'hésitez pas à prendre soin de vous-même, demeurer présent et faites preuve d'écoute à votre corps et vos émotions. Et pour terminer, de manière plus importante, je, je reconnais la terre sur laquelle Ocasio se trouve, qui est le territoire traditionnel. Alors, on se trouve, on se trouve sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les peuples Mississauga-des-Crédits, Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et Wendat, et qui constituent aujourd'hui le foyer de nombreuses et diverses personnes issues des peuples des Premières Nations Inuit et Métis. Ce territoire fait partie du parc de la ceinture Wampum, qui est un accord entre les peuples Anishinaabe et Ojibwe et leurs nations alliées, établissant la responsabilité commune de partager et de prendre soin des ressources autour des Grands Lacs.
Nous reconnaissons également que Toronto est visé par le traité 13 qui a été conclu avec les Mississauga de crédit. Et pour moi, surtout du fait pendant ce mois de novembre, lorsqu'on fait semblant à l'histoire des femmes et surtout pendant cette semaine, lorsque on met en lumière la violence axée sur le genre, je m'engage personnellement pour pouvoir de marcher côte à côte et de soutenir le travail de mes sœurs autochtones qui font appel pour la réconciliation et de s'attaquer à le grand nombre de filles et femmes autochtones disparues et assassinées. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir sur la telle où vous vous trouvez présentement. Alors, on est ici, on est se joint par Asha Anwen qui va modérer la session. Nous avons aussi deux membres de secteur qui vont partager leur expérience de la mise en œuvre de politiques similaires antiracistes auprès de leurs organisations respectives. Axel Junker est la directrice exécutive de Access Alliance Multicultural Health and Community Services ici à Toronto. Et Rose Anguillo Hurst, je pense que que j'ai bien prononcé votre nom, so Anguiano Hurst. Alors, c'est la directrice générale de Women's Entrepreneur Skills Training of Windsor Inc. C'est toujours aussi notre plaisir de vous présenter nos interprètes français-anglais, Claudia Hoffman et Mercedes Amoretti. Maintenant, pour notre sondage. Adal, pouvez-vous afficher la première question, s'il vous plaît? Dans quelle région vous trouvez-vous? 90 ont répondu. Si vous me permettez, Amy a demandé à tout le monde de répondre à cette question dans la boîte de clavardage. Alors, parce que la question, c'était oui ou non. Alors, je me demandais justement pourquoi ça indiquait oui ou non. Alors, oui, s'il vous plaît, indiquez votre région dans la boîte de clavardage. Merci, Aïcha. Alors, 93 d'entre vous ont parmi. Alors, je vous invite maintenant à partager votre réponse dans la boîte de clavardage. Et je vais aller voir les différentes réponses qui ont été partagées à date. Adal, pouvez-vous enlever les résultats du sondage? Je vais juste regarder la boîte de clavardage. Je vous. Le sondage est toujours là? Non, c'est quoi? Non. Alors, les gens sont en train de partager les réponses à la question du sondage dans la boîte clavardage. Vous pouvez-vous afficher la deuxième question, s'il vous plaît? Avez-vous une politique antiraciste et ou une politique anti-oppression auprès de votre organisation? S'il vous plaît, répondez au sondage. Oui, non, en cours, pas certaine ou certain. Je vais vous donner un autre 30 secondes pour répondre à ce sondage. Bon, intéressant. Alors, il semble qu'il y a soit 72% d'entre vous qui ont une politique antiraciste et anti-oppressive. Et 17%, OK, 5 de 30 ont quelque chose qui est en cours de développement. Ça, c'est fort encourageant. Oui, effectivement, c'est fort encourageant de voir qu'on est en train de entamer ce parcours ensemble.
Merci beaucoup. On peut me le faire au sondage présentement. Est-ce qu'on peut arrêter d'afficher le sondage? Merci beaucoup. Et avant de céder la parole à Achard, alors pour vous donner un petit peu plus de histoire et contexte, l'antiracisme et l'anti-oppression, j'ai peut-être mentionné dans mes propres préliminaires, c'est une priorité pour OCAC et en tant que conseil, nous savons que c'est une priorité pour nos agences membres. Nous espérons que nos efforts de collaboration en tant que conseil auront une influence plus large sur le secteur de l'aide aux immigrants et réfugiés en Ontario et au-delà. Nous avons commencé à travailler sur la mise à jour de notre politique il y a près d'un an. La trousse que vous allez voir aujourd'hui, c'est le résultat d'un processus qui est fortement participatif. Le travail a été guidé par un comité consultatif composé de 14 personnes issues des agences membres d'OCACI de tout l'Ontario et qui ont été identifiées par le biais d'un appel ouvert aux agences membres. J'aimerais prendre un moment pour remercier le comité consultatif pour leur engagement critique et pour nous avoir permis de garder les pieds sur terre et de rester centristes tout au long du processus. C'est grâce à votre participation que ce document est vraiment représentatif du secteur. La trousse est disponible sur le site web sur Ocasi. La version française sera disponible une fois que la traduction a été terminée. Aussi, sur le livre, vous allez trouver le lien vers la session d'aujourd'hui et la session de la semaine prochaine. Nous savons que les agences membres d'OCAC ont réfléchi et travaillé à la promotion de l'équité raciale au sein de nos organisations respectives et dans tous nos domaines d'activité. Et tel que mentionné, un grand nombre, justement, ont déjà mis en place des politiques de lutte contre le racisme et l'oppression. J'aimerais mentionner que c'est un élément fort important. Ça se peut que vous avez vu la proposition qui a été déposée par IRCC. C'est un bailleur plus important de notre secteur et ce rapport a été publié ce matin. L'antiracisme et l'anti-oppression vont jouer un rôle important dans le développement de programmes au cours des prochains 5 ans. Alors, en utilisant différentes analyses du gouvernement, cette proposition va vous demander de démontrer comment votre travail s'attaque à la violence axée sur le genre ou d'apporter cette optique antiraciste et antiprocif dans vos travaux d'ici de l'avant. À ce, à ce, on vous invite à partager toutes ressources que vous avez à votre disposition, des politiques que vous avez déjà développées, des pratiques exemplaires que vous avez mis en place. Parce que nous visons en tant qu'OCAC de pouvoir examiner toutes les politiques et toutes différentes routes et toutes différentes autres ressources qui portent sur le antiraciste et anti-oppressif. N'hésitez pas à nous partager vos ressources. Et si vous avez un lien puis une politique, on va pouvoir le télérager. Nous croyons qu'il est important de continuer à bâtir une base de données qui comprend des ressources et des politiques qui sera utile pour tous les membres de notre association. Vous pouvez envoyer votre politique et votre lien à policyevents@ocasi.org. Alors, policyevents@ocasi.org. Vous pouvez trouver le lien dans la boîte de clavardage. J'aimerais vous présenter maintenant Asha Edwin qui présentera la trousse ARAO et animera cette session. Asha Edwin, elle travaille avec Ocasi sur un certain nombre d'initiatives pour lutter contre le racisme, notamment une analyse d'environnement de la lutte contre le racisme avec les agences membres, la modération d'une série de webinaires sur la lutte contre le racisme et maintenant l'élaboration de la nouvelle politique de lutte contre le racisme et l'oppression. Acha, vous avez la parole. Merci beaucoup, Debbie. Bonjour à tous et toutes. Alors, j'essaie d'ouvrir la boîte de clavardage. Alors, est-ce que vous m'entendez? J'espère que oui. Alors, quelques propos avant de débuter. Bienvenue à tous et toutes, comme mentionné par Debbie. Alors, je vous invite à prendre le temps pour vous préparer si vous remarquez toute sortie d'urgence, si c'était nécessaire. Et si vous avez des enjeux de son, n'hésitez pas à vous mettre en contact à travers la boîte de clavardage. Alors, pour cette session,
On a essayé de le rendre le plus accessible possible. Alors, la présentation est disponible en anglais et en français. Je vais vous les expliquer à fur et à mesure qu'on s'attaque à la matière. Mais on a essayé de manière que, comme ça que les gens qui sont en suivre la présentation, ils vont pouvoir nous suivre étape par étape. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous examiner certains éléments clés de la trousse. Alors, ça contient 4 documents et je vais essayer de rendre cette session remplie de renseignements, mais aussi de pouvoir aussi agir à titre de soutien et de voir comment vous pouvez utiliser différents éléments pour soutenir votre organisation. À Shadowing, ça fait déjà 1 an que je travaille sur le projet avec OKC. C'est un projet fort intéressant et fort participatif. Ce ne serait pas possible avec les efforts du comité consultatif OKC et toutes d'autres personnes qui ont contribué à le développement de cette politique. Alors aujourd'hui, voici un aperçu du webinaire. Alors, on a déjà couvert l'ouverture. On va s'attaquer par la suite à la politique en matière de ARAO et par la suite, on va passer un manuel de discussion avec les parties prenantes du secteur. Et par la suite, on va passer une période de questions-réponses. Alors, pendant la présentation, n'hésitez pas à envoyer vos questions en utilisant la fonctionnalité QR et on va pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Et par la suite, on va avoir notre mot de clôture. Pour vous expliquer la manière dont nous avons organisé la présentation, voici quelques astuces. Alors, je voulais que le contenu apparaît en français et en anglais. Alors, l'anglais sera dans ce fond et français en anglais. Alors, n'hésitez pas à faire référence à les parties de la présentation qui sont utiles. Il y a des diapos qui sont assez lourds en matière de contenu du fait que nous avons utilisé les 2 langues sur la diapo. On voulait rendre ça le plus accessible possible, mais on va passer de point à point. Et moi, je fais référence à le libellé en anglais. Alors, la vidéo et l'audio sont facultatifs. Alors, n'hésitez pas à utiliser qu'est-ce qui fonctionne davantage pour vous. Parlez de votre point de vue personnel à la première personne et aussi, c'est important de faire preuve de respect lorsque vous engagez dans ces discussions avec vos collègues. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous offrir un survol de la politique et des éléments clés à prendre en considération il développe et introduit une politique ou pour pouvoir soutenir des pratiques existantes. Alors aussi, s'il y a des éléments qui devraient être pris en considération. Alors, on parle aussi de discuter des expériences de mise en application vécues par notre panel de leaders du secteur et aussi de considérer comment votre organisation peut mettre en application une nouvelle politique en matière de ARAO et qui serait nécessaire pour assurer des pratiques à tous les niveaux. Alors, on va vous offrir un survol de la politique qui a été offert pendant l'Assemblée générale ou pour ceux qui n'ont pas eu de visualiser la session. Alors, pendant justement la GA, nous avons fait un survol des éléments clés de la politique, le temps que nous avons pris et qu'est-ce qui était nécessaire pour y arriver. Alors, ça découle d'une recommandation issue de l'analyse environnementale. Ça a été mené par un panel consultatif composé de 14 membres. Tel que mentionné, je reconnais le effort. C'est une révision de la politique et par la suite une extension de la trousse. Alors, on s'est penché sur le langage de la politique, on a adopté une optique intersectorielle, puis on a mis à jour les références ou les mandats. Et cela, ça a mené à le développement de la politique et nous avons maintenant la trousse ARAO qui contient 4 documents. Alors, la trousse. Tel que mentionné, on avait besoin de décortiquer la présentation. Alors, on va commencer ici avec la politique, le survol. La politique, c'est que les organisations peuvent adopter ou adapter auprès de l'organisation. Alors, c'est vraiment tout un processus pour qu'elle mène à sa distribution. Le survol, justement,
Un aperçu de la politique aborde les antécédents, le contexte de son développement, ce processus, les usages visés, sa mise en application. Nous avons aussi partagé un lexique et les gens peuvent ajouter ou supprimer des termes. C'est vraiment de comprendre les manières qu'on peut s'adresser à, à des politiques antiracistes, antiprogressistes, et aussi de voir comment on peut impliquer ça ou introduire cela dans les politiques pour les politiques autochtones. Ça offre des renseignements pour la mise en œuvre de la politique. On offre des exemples, des cohérences, comment référer un document. Et c'est vraiment une accumulation de tout le travail qui a été fait. Mais ça aussi, ça a besoin de refléter de qu'est-ce que Debbie a mentionné dans son mot rémunéraire. C'est très important que ça reflète les voix du secteur. Alors maintenant, pour le survol, ça comprend cinq composants. Alors, nous avons l'aperçu qui se penche sur l'introduction, le contexte, le contrôle juridictionnel et par la suite, ça définit l'antiracisme et l'anti-oppression dans le contexte de notre secteur. Alors, on se penche par-dessus la raison d'être, le but et portée, l'approche ou l'optique intersectionnelle. À- on apporte par exemple une optique féministe. Et par la suite, je vous explique comment c'est applicable à la politique plus large et qu'est-ce qu'on vise à faire. Et on invite vraiment les organisations à appliquer cette optique, l'intégration de la politique et finalement les piliers de la politique à prendre en considération. Et cela va pouvoir aider les organisations d'arrimer leur politique et avec d'autres organisations. Alors, la fondation, le fondement, qu'est-ce qui a rendu ces politiques possibles, a été informé par des principes directeurs et pratiques. On peut voir cinq ici sur la diapo. Alors, il y a des thématiques vis-à-vis de pouvoir, le fondement pour pouvoir s'attaquer à l'oppression et le racisme. Puis on voulait pouvoir justement de favoriser les pratiques axées sur la communauté et les tensions mutuelles et de la responsabilité. On reconnaît que les gens commencent à différents points de parcours, mais c'est vraiment un document de soutien pour pouvoir s'attaquer à la question de l'antiracisme et l'anti-oppressif. Il y a aussi justement de pouvoir encourager des actions et pouvoir répondre de manière proactive et systématique au racisme et aux oppressions. Il y a aussi parler de favoriser les pratiques axées. J'en parlais plus tard sur ce sujet. Et aussi d'encourager et soutenir l'établissement et la participation des nouveaux arrivants. Et nous comprenons le numéro 4, qui porte sur la favorisation des pratiques axées sur la communauté. Ça peut varier d'organisation, mais c'est une invitation vraiment pour pour s'attaquer au cœur du travail. Alors, de comprendre que justement l'attention ou le soin, ça découle d'une optique féministe, mais de voir comment on peut mettre ça en œuvre pour pouvoir s'attaquer au racisme, aux oppressions et comment cela se présente dans notre quotidien mais dépendant de leur vécu et leurs circonstances. Alors, dans un texte, parce que vous pouvez faire référence des principes, chaque principe et pratique dans tout le document. Alors, comme ça, c'est pour assurer une cohérence parmi différentes trousses. Alors, c'est aussi de pouvoir vous aider avec la mise en œuvre de votre politique. Une autre compétence clé du développement et le partage de cette politique, c'est justement la couverture et le contrôle juridictionnel de la politique. Et on voulait être très, très clair sur ce point en disant que OCC offre cette politique et ce guide de mise en œuvre que le secteur peut adopter ou adapter. Et OCC n'est pas responsable pour la surveillance organisationnelle et la mise en œuvre de cette autre politique d'AERA. Alors, c'est vraiment pour mettre en lumière de respecter l'autonomie des organisations pour puissent travailler de telle manière
pour soutenir leur population en mettant en œuvre des politiques antiracistes et anti-oppressifs. Alors, dans cette politique, on avait justement énuméré des, des raisons d'être, des buts, des portées. L'objectif de pouvoir vraiment de favoriser des valeurs, des attitudes antiracistes et anti-oppressives et développer des connaissances des pratiques antiracistes et anti-oppressives au sein du secteur. Alors, c'est pour soutenir l'expérience des individus qui participent au sein de ce programme ou offrir des services et aussi les clients et les communautés que nous desservons. L'objectif, tel que mentionné, c'est vraiment de continuer d'assurer un accès équitable aux services et la livraison de services, la représentation, toute la participation des migrants et de réfugiés en Ontario au Canada. Et la portée se penche justement sur le cible antiraciste, l'anti-oppression partout dans le secteur. On espère aussi que cela, ça rime avec le travail des organisations. Lorsque vous allez découvrir le guide, vous allez voir qu'il y a l'objectif de passer de l'intention à l'action et de venir complémenter d'autres politiques et guides. Nous allons également prendre en compte le fait de se référer à la politique ARAO, les considérations pour l'introduction de la politique. Nous avons aussi développé un guide étape par étape pour l'introduction et un guide étape par étape pour la mise en application. Nous savons que chaque organisme est unique, donc ici, c'est uniquement un document de référence. Ce n'est pas le seul guide que vous pouvez utiliser ou suivre. Cela peut être une ébauche, mais ça peut aussi être une référence pour votre organisme. Donc, nous avons différents guides qui ont une approche au pas par pas pour l'introduction, la mise en application. Nous avons un échantillon du guide de mise en application et des échantillons de pratiques exemplaires. Et en conclusion, nous parlons donc des objectifs et de la création du document. Voici donc quelques aperçus que je viens de mentionner. Et nous avons aussi un moyen de soutenir la planification. Ici, il s'agit de la trousse. L'objectif ici, c'est de soutenir les organismes pour qu'ils puissent planifier l'adoption de la politique. La trousse vous permet d'avoir ces différentes étapes. Vous pouvez par exemple commencer par une discussion avec l'équipe pour savoir où vous en êtes dans l'approche. Cette trousse vous aide aussi à identifier et mettre à jour le langage dans le texte et les ressources. Dans cette trousse, il y a donc des documents qui font des appels à l'action. Vous pouvez identifier, euh, par exemple, les ressources qui sont spécifiques à l'organisme. Vous pouvez identifier d'autres politiques, des ressources en ligne que vous avez déjà, toutes les ressources que vous pouvez utiliser pour le leadership, le personnel ou les clients et qui sont donc en lien avec la RAO. Cette trousse vous permet aussi d'avoir des guides et des exemples, ainsi que des piliers à prendre en considération. Ensuite, pour l'adoption de la politique, les organismes membres qui adoptent cette politique antiraciste et anti-oppression l'utiliseront sans apporter de changement, que ce soit à la politique ou aux documents. Et ce sont donc les organismes qui verront ce qui s'adapte le mieux à leur but. Pour l'adaptation de la politique, ici, il s'agit des organismes qui ont déjà une politique ARAO en place. Vous pouvez utiliser juste une partie du document afin de venir compléter une autre politique antiraciste et anti-oppression ou d'autres politiques internes que vous avez déjà. Ce document est donc une invitation à l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser tel quel ou utiliser quelques parties seulement. Au sein de la politique, il y a des piliers à prendre en considération. Il y a 4 domaines de cette politique qui ont été mis en avant comme autant de considérations auxquelles les organismes peuvent se référer.
Je vais maintenant parler de ces piliers. Tout d'abord, nous avons l'imputabilité organisationnelle concernant les missions, valeurs et croyances. Le deuxième pilier, c'est les principes directeurs organisationnels. Le troisième pilier, c'est la mise en application organisationnelle. Et le quatrième concerne les politiques connexes. Ici, nous avons tout d'abord la version en anglais, puis je vais vous montrer aussi la version en français de ces piliers de la politique à prendre en considération. Donc, voici ce à quoi ça ressemble. Ici, l'objectif, c'est donc d'identifier ce que l'organisation défend, les missions, les valeurs, les croyances. C'est le premier pilier. Donc, on a les différentes sections de 1 à 4 et chacun de ces piliers s'aligne avec une partie spécifique de la politique. Le premier, c'est donc le fait d'identifier ce que l'organisme défend, son engagement et autres. C'est le point 1.1. Ensuite, le deuxième, pour les principes directeurs et organisationnels, il y a le fait de formuler un engagement, remettre en question, éradiquer le racisme et autres formes d'oppression. C'est le 2.2. Formuler un engagement de faire avancer la solidarité avec les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits. C'est le 2.2. Spécifier le but visé par la politique, 2.1. Le troisième pilier, mise en application organisationnelle. Ici, nous avons le fait d'identifier les personnes qui seront responsables de la mise en application. C'est le point 3.1. Et pour les politiques connexes, nous avons le fait d'identifier et dresser une liste des politiques ou ressources connexes qui soutiendront la mise en application. C'est le point 4.1 et 4.2. Et lorsque nous allons distribuer cette politique aux employés, l'objectif, c'est de pouvoir repérer rapidement ces différents piliers, les ressources, les pratiques et autres. L'objectif, c'est aussi que lors de l'application de la politique, de la distribution de cette politique, nous ayons un alignement des pratiques organisationnelles. Ici à l'écran, maintenant, vous avez la version en français. Nous allons partager la présentation avec vous et la présentation sera disponible en ligne aussi. Donc, vous allez pouvoir vous y référer à l'avenir. Et donc, vous voyez ici en français les différents domaines de la politique, les différents piliers. Et pour répondre à la question, oui, vous aurez une copie de la présentation PowerPoint. Il y aura aussi des copies qui seront sur le site web. Et donc, vous aurez accès à toutes ces informations. Maintenant, nous passons à la politique. Ici, vous voyez donc la politique que les organismes peuvent adapter ou adopter. Ici, vous avez les différentes sections, l'imputabilité organisationnelle, première section. Deuxième, c'est la politique antiraciste et anti-oppression. Troisième section, c'est l'application de la politique. Quatrième section, l'utilisation de la politique. Et la cinquième section concerne les ressources. Et les organismes peuvent également, bien sûr, utiliser leurs politiques et pratiques déjà en place. Pour la première section, il s'agit de l'engagement. La section 2 concerne la politique et son but, son objectif et la déclaration de politique. La section 3 concerne la mise en œuvre et la surveillance. Donc ici, c'est la responsabilité. La quatrième section concerne l'accessibilité à la politique, le fait qu'elle soit accessible en différentes langues et d'autres points d'accessibilité. Ensuite, pour le 4.2, c'est la mise en œuvre avec du guide. Et pour la cinquième section, il s'agit des ressources de soutien. Ici, nous parlons des législations, déclarations politiques existantes et d'autres documents qui peuvent servir de référence. Nous venons de publier dans la boîte de clavardage la présentation PowerPoint.
Ensuite, nous aurons un panel consultatif. Nous avons un panel consultatif pour la politique ARAO d'OCACI. Nous aimerions remercier tous les membres de l'organisme, tous les membres d'OCACI qui ont participé à l'élaboration de cette politique lors du panel consultatif 2022-2023. Nous allons maintenant passer à une discussion de panel, un panel de discussion. Nous pourrons ainsi répondre à certaines questions que vous pourriez avoir. Nous allons faire référence à la trousse et nous allons vous parler de ce à quoi ressemble une politique ARAO dans différents organismes. Je vais maintenant arrêter le partage d'écran. J'aimerais vous présenter maintenant les panélistes. Est-ce qu'il y a des questions qui sont liées à la présentation avant de passer au panel? Je n'en vois pas. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez utiliser la boîte de clavardage. Je pense que ce sera très intéressant. Je vais présenter les deux panélistes. Tout d'abord, nous avons Axel Jangser, qui est une leader de longue date dans le secteur des réfugiés, de le soutien aux immigrés et aux réfugiés. Elle est engagée à travailler de façon collaborative pour démanteler les barrières systémiques au sein des organismes. Ensuite, il y a Rose Aguiano, qui a servi de directrice exécutive de Women's Enterprise Skills Training de Windsor, à Windsor West, où elle dirige une équipe de plus de 60 personnes. Sous son leadership, l'organisme a grandi et sert plus de 3000 femmes annuellement. Chaque panéliste va partager une déclaration d'ouverture. L'objectif ici, c'est de partager une expérience vécue ainsi que l'introduction et la mise en œuvre d'une politique ARAO. Elles vont parler de la collaboration avec d'autres organismes dans le secteur ou en dehors du secteur qui permettent le travail antiraciste et anti-oppression possible et qui fait de ce travail une expérience réelle et pratique pour tous les clients et clientes de ces organismes qui vivent qui sont victimes en fait d'oppression et de racisme. Je vais d'abord donner la parole à Axel, puis ensuite je donnerai la parole à Rose pour les déclarations d'ouverture. Merci beaucoup. Merci à Ocassi. Merci de m'avoir invité à partager mes expériences. Ce que j'aimerais dire tout d'abord, c'est que je vous rejoins ici en tant que directrice exécutive d'un organisme de taille moyenne et cela fait de nombreuses années que je travaille dans le secteur. Atteindre le changement systémique est un engagement de notre organisme. Nous devons toujours considérer de la façon dont nous demandons des comptes à nos collaborateurs. Notre travail doit être intentionnel et constant et nous devons avoir un cadre de travail. Le trousse et la politique développée par Ocassi doit être utilisée et vécue au quotidien. Et cette trousse, donc, et cette politique devront être notre cadre de travail et devront être intégrées dans notre travail. Chacun et chacune d'entre nous, je parle en mon nom surtout, nous devons comprendre les implications sociales, notre rôle, notre responsabilité et ce que nous faisons doit être en lien avec cela. En termes d'attente, d'action, euh, ce sera différent pour moi comparé à mes collègues. Moi, j'ai la responsabilité d'utiliser mon pouvoir en tant que dirigeante de secteur blanche pour faire le plaidoyer du changement. Ma responsabilité est de diriger partout où je le peux, mais je dois aussi m'assurer qu'en faisant cela, je ne le fais pas aux dépens des autres et que je ne suis pas en train de m'accaparer un espace qui n'est pas le mien. Cela doit être pris en compte dans le cadre de mon leadership.
en tant que dirigeant, membre du personnel, membre communautaire du secteur, nous devons nous engager pour le changement systémique à tous les niveaux. Vous savez, souvent, surtout lorsqu'on pense aux tables de discussion conventionnelles, il y a des conversations très importantes qui ont lieu. Je pense que c'est crucial en ce moment. Surtout en ce moment, nous voyons des forces oppressives et rétrogrades qui sont en train de se propager. Il y a une érosion dans l'Ontario en ce qui concerne l'accès aux services. Cela vient alimenter la répression, l'oppression et les barrières systémiques et cela vient affaiblir les droits. Maintenant, plus que jamais auparavant, et d'ailleurs, si nous ne le faisons pas maintenant, quand est-ce que nous allons le faire? C'est maintenant le moment opportun pour le travail que fait Ocassi. Merci Axel, quelle belle introduction. J'ai une question d'ailleurs, mais je vais la laisser pour la discussion. Rose, à vous. Merci Acha. Axel, c'était formidable. Bonjour à Déby, bonjour à tous les participants et participantes. Je vous rejoins de Windsor, Ontario. Nous sommes un organisme, une ville plutôt de taille moyenne et notre organisme est impliqué dans le travail de diversité et inclusion depuis 1987. Nous personnifions le travail que nous faisons. Nous personnifions le leadership de la diversité et de l'inclusion, de l'antiracisme, de l'anti-oppression. Et cela est vraiment infusé dans notre conseil d'administration, au sein de notre, personnifié par notre personnel et nous représentons les clients que nous servons. Un élément crucial de notre organisme a été le partenariat. Nous essayons d'ouvrir les portes à nos communautés pour le succès des clients que nous servons. Nous travaillons dans le cadre de partenariats à différents niveaux de la communauté. Et cela, c'est une force et ce sont les bases sur lesquelles nous avons bâti notre organisme. Récemment, nous avons fait un sondage auprès de notre personnel d'environ 65 personnes et notre personnel représente 35 langues différentes. Et c'est vraiment une bonne chose pour un organisme de femmes de Windsor dans l'Ontario. Nous sommes capables d'avoir des programmes antiracistes, des services antiracistes, et cela aussi grâce à la diversité que nous reflétons. Lorsque je regarde notre conseil d'administration, il y a 12 administrateurs, administratrices, et 7 de ces administratrices sur 12 sont des femmes noires. Et nous sommes vraiment tous très passionnés par la diversité et le leadership de nos membres de conseil d'administration. Et d'ailleurs, certaines de ces membres d'administration sont des participantes de notre organisme. Nous avons aussi un projet de fonds d'équité dans le cadre duquel nous allons partager tout ce que nous pouvons pour mettre en œuvre ce type de stratégie afin de renforcer les capacités du secteur qui sert les immigrants et réfugiés. Nous voulons nous assurer que nos organismes sont plus représentatifs en termes d'origine ethnique et qui sont aussi plus responsables culturellement. Merci pour cette opportunité et j'ai hâte de pouvoir partager ma perspective. Merci, Acha. Merci, Rose. C'était très beau. Je pense en effet que ce panel va être très instructif. Nous avons une série de questions. Je vais partager à nouveau mon écran. Nous avons fait la liste des questions qui ont été soumises à l'avance. Et ceci va permettre aux participantes et participantes de lire ces questions à l'écran.
Cela nous permet d'avoir un panel fluide. Ma première question est la suivante. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face? Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés lors de la socialisation de la politique et comment avez-vous répondu? Et aussi, qu'est-ce que c'est la responsabilité pour vous et à quoi est-ce que cela a l'air au niveau d'un organisme? Je vous pose cette question parce que parfois, lorsqu'il y a de la détention, euh, et puis qu'il y a par exemple une réticence au sein de l'organisme, cela peut représenter un défi. Donc, quels sont les défis auxquels vous faites face en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique dans le cadre de renforcement de capacité et à quoi cela ressemble pour vous la responsabilité au niveau d'un organisme et au niveau individuel? Est-ce que vous voulez que je commence? Oui, Axel, allez-y. Il y a différents aspects à prendre en compte. Pour nous, l'un des défis, c'est le temps. On ne peut pas faire cela à la hâte, surtout lorsqu'on veut un engagement diversifié et consistant de la part des membres du personnel. Nous travaillons dans un secteur où nous fournissons constamment des services, nous avons constamment des objectifs à atteindre et les communautés avec lesquelles nous travaillons ont des besoins qui sont très exacerbés. Et il faut constamment prendre des décisions et il faut donc prioriser et bien allouer le temps que nous avons. Je sais que l'une partie de la question concernait comment s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un processus du haut vers le bas. Donc, en fait, il faut constamment dire qu'on prend le temps, on a le temps, et puis il faut prioriser cet engagement-là. Et il faut que cela soit communiqué de façon cohérente. Donc, dans notre organisme, cela arrive qu'il y ait des roulements de personnel et cela peut représenter un défi. Ensuite, une autre question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut créer une culture qui favorise l'apprentissage. Cela veut dire qu'il faut être honnête avec ce que nous faisons, la façon de laquelle nous le faisons et ce qui se passe. Nous avons créé une culture, en fait, qui fait que nous prenons les plaintes et la rétroaction comme occasion d'évoluer. Souvent, on n'est pas encouragé à parler des échecs. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Il faut toujours réussir. Il faut toujours atteindre les objectifs. Et cela, souvent, euh, est trop infusé dans nos organismes. Donc, nous travaillons dans un contexte qui n'est pas toujours favorable à notre engagement, à apprendre de nos erreurs, qui ne nous permet pas toujours d'avoir un espace sûr pour que les gens puissent avoir des conversations difficiles. Donc, ce défi, en fait, d'une approche du haut vers le bas, c'est compliqué. Il faut que les gens comprennent qu'il faut prioriser, utiliser le temps nécessaire. Nous sommes syndiqués, nous avons un syndicat donc qui participe au comité, qui a également cette approche ARAO. Et nous voulons bien sûr aborder ce problème de dynamique de pouvoir et aborder les enjeux qui sont mentionnés par le syndicat. Ce que nous faisons aussi pour soutenir les organismes, c'est qu'on demande à nos membres du personnel de parler intentionnellement comment ils soutiennent les politiques des droits de la personne et les politiques anti-oppressives et antiracistes. Peu importe le rôle du membre du personnel. D'accord, merci. Maintenant, pour la question de suivi ou dans le cadre de cette question,
On a mentionné la responsabilité, donc à quoi cela ressemble pour vous et aussi j'aimerais mentionner les partenariats. Comment est-ce que le partenariat entre en compte avec le personnel? Comment est-ce que vous pouvez, par exemple, demander qu'il y ait de la participation, de l'approbation au niveau ARAO pour qu'il ne s'agisse pas seulement en fait d'une approche ou d'une sensation du haut vers le bas? Alors, Acha, je vais essayer de répondre à cette question. Pour que nous puissions assumer la responsabilité et avoir des individus qui répondent au niveau individuel. D'ailleurs, je pense que je le vois tous les jours dans le cadre de notre organisme. Ce que nous faisons, c'est que nous voulons également voir donc une approbation de notre personnel. Et c'est le cas d'ailleurs. Notre personnel est tellement diversifié, dynamique. Donc, pour que les membres du personnel assument leurs responsabilités et le montrent à travers leur service et leur leadership, c'est vraiment formidable. Et pour cela, nous avons recruté les bonnes personnes. Lors des recrutements, souvent, ces membres du personnel qui nous ont rejoints nous ont dit qu'ils n'avaient jamais été reçus en entrevue par des femmes qui représentent la diversité. Et cela nous a vraiment donné beaucoup de confiance en nous. Et de façon pratique, ce que nous avons réussi à faire, c'est que nous avons montré au niveau individuel comment est-ce que nous autonomisons les individus dans le cadre d'une approche antiraciste, anti-oppressive. C'est très simple. Lorsque, par exemple, nous célébrons la fin d'un programme, ce que nous faisons, c'est que nous avons notre personnel très dynamique qui est impliqué. Ce personnel, par exemple, renforce les compétences et la confiance des clients et des clientes. Et cela, c'est tellement puissant pour les individus. Donc, le personnel est impliqué à tous les niveaux du programme. Il y a, par exemple, le partage d'histoires personnelles et, et donc le personnel est impliqué. Ensuite, donc, si on ne prend pas l'approche du haut vers le bas et qu'on prend surtout en compte cette approche du bas vers le haut, nous autonomisons notre personnel et donc notre personnel est engagé, notre personnel parle aux employeurs et l'objectif du personnel, c'est donc de combler les écarts et de célébrer le pouvoir de la diversité. Et l'objectif donc du personnel, c'est également d'avoir plus de diversité et d'inclusion. Donc, même au niveau individuel, nous comblons les écarts existants. Ce que nous faisons aussi, c'est la formation. L'éducation des employeurs, c'est un aspect important de notre organisme. Donc, nous avons mis en place depuis 1987 des programmes d'éducation des employeurs pour qu'il y ait plus de diversité et d'inclusion. Et nous sommes reconnus pour notre travail et de plus en plus respectés pour notre travail qui vise donc l'anti-oppression, l'antiracisme. Et c'est donc sur cela que nous basons aussi nos partenariats. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces réponses. J'aime beaucoup votre perspective. J'ai décidé de publier les questions dans la boîte de clavardage pour qu'il n'y ait pas de distraction à l'écran. Alors, ce qui était important et ce que je retiens des réponses que vous m'avez données, c'est que la façon de laquelle nous personnifions nos pratiques et politiques est importante. Vous, Rose, vous avez parlé du processus de recrutement, par exemple, qui a eu des répercussions positives sur le personnel. Et il faut aussi démontrer et être un modèle exemplaire de nos politiques.
Et vous avez aussi mentionné l'engagement des communautés. Ma prochaine question concerne la façon dont vous gérez des points de vue ou des intérêts en compétition à propos des questions liées au racisme ou à la discrimination au sein de l'organisme. Guise de contexte, j'aimerais mentionner par exemple la crise actuelle entre Israël et l'autorité palestinienne. Axel, est-ce que vous aimeriez commencer? Oui, je vais juste m'assurer que je ne suis pas en sourdine. Nous sommes proactifs en ce qui concerne notre réponse aux enjeux externes. Nous sommes aussi très diversifiés et nous avons un personnel issu de la diversité. À Toronto, si vraiment vous n'avez pas de personnel issu de la diversité, c'est que vous n'en voulez pas. Car Toronto et surtout Windsor est déjà très diversifié. Peu importe le milieu de travail à Toronto, en général, il y a beaucoup de diversité. Et si ce n'est pas le cas, c'est que c'est intentionnel. Nous, notre conseil d'administration aussi compte beaucoup de diversité et nous faisons le travail qui vise à nous assurer que notre engagement et notre politique soient présentés dès le recrutement et l'intégration de nouveaux employés à tous les niveaux. En tant qu'organisme, nous sommes donc proactifs et nous sommes engagés dans le changement des systèmes. Cela est inclus dans notre déclaration de mission. Au fil des années, nous avons développé des documents qui sont publiés sur différents sites, par exemple Black Lives Matter, des sites contre l'islamophobie, la transphobie, l'homophobie. Et nous avons donc ces déclarations et nous propageons ces déclarations. Nous voulons vraiment créer une culture appropriée et en tant qu'organisme, notre objectif, c'est surtout de nous concentrer sur ce en quoi nous croyons en tant qu'organisme et non pas de nous concentrer sur les points de vue contraires. Nous avons beaucoup de travail proactif qui est fait et ce que nous faisons, par exemple, c'est d'avoir des leçons apprises, de développer des leçons apprises. Et nous avons différents thèmes, différents sujets, et les membres du personnel lisent cela. Nous avons aussi des conférenciers et conférencières, nous avons des vidéos, nous avons différentes ressources qui abordent la complexité de l'enjeu. Alors, pendant ces discussions, nous examinons des perspectives. Alors, à titre d'exemple, nous avons une discussion qui portait sur les microagressions, de les comprendre et comment on peut faire partie d'une conjoncture qui maintient ou qui ne comprennent pas les microagressions. La compréhension de les microagressions, c'est complexe et comment ils se manifestent. Est-ce que c'est une microagression? Est-ce que cela est une microagression? Et on fait cela pour qu'on puisse avoir une discussion très approfondie. Alors, de cette manière, on crée ces espaces sécuritaires à travers la politique et la diversité de de notre effectif. De cette manière, on peut aborder ces sujets. Les genres, c'est un autre sujet que nous avons abordé récemment. Nous avons des membres de l'effectif qui sont fort courageux et qui sont prêts à partager leur expérience et de faire partie de du soutien à l'organisation, tous les éléments initiatives que nous menons à l'interne, soutien et le personnel pour leur habilité dans ces espaces et dans ces discussions que nous avons créées. Cela étant dit, c'est pas parfait. Et on parle justement des micro-agressions, les méchants, parce qu'ils ont toujours lieu. Et on a besoin d'être à l'affût, à l'interne et à l'externe. Et tel que mentionné,
Vous avez mentionné cela au début. C'est un processus qui continue. On doit toujours y en travailler. Ça doit faire partie de tous les aspects. Cela étant dit, on n'a pas fait face à des situations où on a eu des moments de conflit vis-à-vis des discussions. Nous avons répondu à différentes tendances, les hausses des réfugiés, les communautés auxquelles nous travaillons ont été impactées par ces événements internationaux. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais nous n'avons pas eu de conflit. En tant qu'organisation, on est tous sur la même longueur d'onde pour répondre à ce qu'on doit faire en tant qu'organisation. Et j'ai vraiment saisi de l'impact interne, externe et vice-versa et comment cela peut avoir. Alors, c'est le le renvers. Mais maintenant, je vais me tourner vers vous, Rose. Je me demande s'il y a des renseignements que vous pourriez partager vis-à-vis l'intérêt qui porte sur le racisme et l'oppression et comment cela se manifeste auprès d'une organisation. Auprès de notre communauté, merci beaucoup, Axel, d'avoir reconnu la taille de notre ville et comment l'université est attendue et comment on s'attaque à ce sujet dans les villes de notre taille. Dans la communauté, alors, toutes nos organisations, nos fournisseurs de services, ils font preuve d'ouverture, ont desservi les- la clientèle admissible. Il est tendance que nous avons identifié, puis qu'on contrôle. Après cela, alors ça va dépendre un petit peu des tendances en matière d'immigration. C'est aussi fait pour les renvois de d'autres participantes de bouche à l'oreille vis-à-vis les services qu'ils reçoivent différentes organisations. Alors, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'Action a dit pour offrir un espace sécuritaire. En reconnaissant que plusieurs de nos participants et participantes et les membres de nos effectifs viennent de différentes organisations, conjonctures, entre autres, on offre aussi un espace sécuritaire. On promouvoit justement qu'un espace sécuritaire dans la mise en œuvre et la pratique en tant que directrice exécutive, on offre cet espace sécuritaire pour notre clientèle et les membres de notre personnel pour qu'ils puissent exprimer certains sentiments. En tant qu'organisation, cependant, peut-être je suis pas là qui est de première ligne dans les manifs, mais on sait que nos participants et participantes ont pris les rues lorsqu'on a vu justement, il y avait ces démonstrations pro-Palestine et même les membres de nos personnels étaient sur le terrain. Mais tant qu'organisation, dois fait référence à les consignes de mon conseil. Alors, nous offrons des services à tous et toutes. On essaye de faire preuve d'équité et d'ouverture et d'encourager les environnements sûrs et sains pour tous et toutes. On est toujours en train d'apprendre et de grandir. Oui, nous avons fait des déclarations lorsque qu'il y avait justement des situations d'anti-noirs. Oui, il y a des déclarations antiracistes qui ont été préparées, publiées et c'est informé par le Conseil lorsque c'est nécessaire. Vous avez répondu à une question fort importante qui est soulevée à plusieurs reprises et on a parlé justement vis-à-vis des attentes. Parce qu'en tant qu'organisation, c'est difficile justement de naviguer la conjoncture, n'est-ce pas? Alors, de pouvoir naviguer, de pouvoir s'attaquer à cela parce qu'il va y avoir tellement d'attentes de la part des membres du personnel et de la communauté. Mais aussi, on a parlé de ces attentes vis-à-vis de la diversité. C'est un sujet qui s'est manifesté à plusieurs reprises. Bon, et la question porte sur le suivant. Comment impliquer les organisations, les partenaires pour adhérer à ce ARAO, surtout celles qui se trouvent dans des communautés plus petites?
De toute manière, je vais terminer avec la dernière question que nous avons et par la suite, on va passer à la période de questions-réponses pour que l'auditoire puisse poser leurs questions. Mais vis-à-vis les attentes, comment est-ce qu'une organisation peut naviguer cette conjoncture? Comme lorsqu'il voit qu'il reçoit plusieurs demandes de la part de différents groupes, à quel moment produire une déclaration? Comment la manifester? Et comment cela peut impacter le personnel qui se trouve des deux côtés? Et par la suite, pour répondre sur ce point, on entend qu'une organisation a eu zéro tolérance vis-à-vis de toute la discrimination, que ça découle directement ou pas. La discrimination, l'oppression et le racisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une politique zéro tolérance, surtout en matière de la gestion d'attente et de réponse? Axel, peut-être on va commencer avec vous et par la suite Rose. C'est une question qui est assez chargée. J'aimerais aborder quelques éléments. Alors, vis-à-vis comment on est capable de se présenter dans cet espace. Rose vous a parlé d'un sondage que vous avez demandé. Nous avons, par exemple, nous avons des sondages en matière d'équité qui sont lancés chaque 2 ans. C'est un sondage qui est complété par tout le personnel et par la suite, on regarde toutes les dimensions d'équité, de diversité. Alors, on démontre comment la diversité est manifestée auprès de l'organisation. Non seulement moi en tant que notre directrice exécutive, mais toute la diversité doit être reflétée à travers tous les paliers de notre organisation. Alors, suite à ce sondage, on partage les résultats avec nos partenaires, on partage l'outil avec nos partenaires. Un autre élément qu'on fait, c'est nous, auprès de l'organisation, on est très fort, on est très proactif pour recueillir des données fondées sur des races. On recueille des données de la part de toute la clientèle. Des fois, c'est assez, c'est assez chargé comme travail. Des fois, on a un petit peu de réticence de la part de nos partenaires et le personnel, mais on explique pourquoi on le fait, cette collecte, et comment on l'utilise. C'est vrai, c'est des données qui informent notre planification et notre prise de décision vis-à-vis la réalisation de notre mission. À titre d'exemple, alors, notre organisation en matière de ARA a démontré que 35% de notre clientèle sont noirs, africains noirs, noirs des Caraïbes. On peut démontrer les différents services qu'ils utilisent. C'est un niveau agrégé parce que les gens sont toujours inquiets. Mais on peut démontrer les types de services qu'ils utilisent. On peut démontrer aussi l'équité parmi différents groupes et justement, les Noirs africains versus le Noir Caraïbe, c'est le groupe plus large. Alors, on démontre ces résultats, puis ça, et nous, présentement, nous avons adopté un plan de santé noire. Nous avons adopté ce plan. On est en train de cartographier nos différentes initiatives et services vis-à-vis ce plan d'action. On est en train de faire de manière très transparente à l'interne et à l'externe. Ça, c'est la manière donc on démontre, on essaye d'influencer les autres parties dans ce travail. Maintenant, vis-à-vis la politique de zéro tolérance, on a fait beaucoup de formations qui parlent justement de pouvoir le nommer, alors où que les gens peuvent signaler chaque incidence ou événement on le voit. Et ça, c'est vraiment une responsabilité qui découle de la haute direction. Mais c'est les cadres et les gestionnaires doivent signaler, doivent répondre à chaque incident, qu'il soit présent ou pas. Mais en tant que gestionnaire, vous pouvez pas dire que non, je l'ai pas entendu, je l'ai pas vu et je l'ai pas. C'est pas ça, c'est pas cela. Sinon, si c'est le cas, on va s'attaquer à cela pendant une évaluation de rendement. C'est assez difficile parce qu'on peut pas communiquer qu'est-ce qui est en train de se produire, qu'est-ce que sont les discussions sont. Et des fois, on ne répond pas assez rapidement. Mais
Lorsque ces situations se produisent, on doit agir. On doit aussi démontrer quel a été l'apprentissage. Est-ce qu'il y a des changements de politique? Est-ce qu'il y a plus de formation qui est nécessaire? Je dirais que c'est un champ d'apprentissage. J'ai fait de la lecture récemment. Si nous comprenons le racisme comme étant de la violence à l'encontre d'autrui, on ne permet pas cela. Disons que nous avons un client qui a un comportement difficile. Notre réponse est assez ciblée. On va enlever des individus si on les considère comme une menace, par exemple les clients. On a besoin de considérer cela vis-à-vis de notre personnel et d'autres parties prenantes. Et peut-être un petit peu plus sévère, parce que des fois, notre réponse envers la personne, c'est plus tolérant et pas nécessairement avec la clientèle. Je pense, je suis en train de partager à vive voix mes réflexions, mais comment est-ce qu'on peut envisager cela? Puis ça doit être intégré de la manière dont on aborde ces attentes auprès de les membres de notre personnel et les étudiants. Merci. J'ai une question de suivi. Alors, je vais le faire plus tard, mais c'était excellente réponse. Maintenant, je vais céder la parole à Rose, puis par la suite, on va passer à la période de questions-réponses. J'ai adoré écouter Axel. Merci beaucoup pour cette réponse, Axel. Alors, de notre perspective, en matière de discrimination, oppression, zéro tolérance. Oui, on fait un examen annuel des politiques et par la suite, nous avons des politiques aux procédures qui est en train de surveiller le rendement du personnel. Nous avons justement des vérifications de la part des cadres avec les personnels et on leur demande de manière continue de signaler toute situation qui doivent être signalées clairement lorsqu'ils se produisent. Et, et lorsqu'ils sont, et on doit être capable de faire preuve de proactivité, mieux équipée pour s'attaquer à des enjeux qui peuvent se produire auprès de nos communautés. Et toutes les tendances en matière d'immigration sont en mutation, donc les dynamiques auprès de nos organisations aussi évoluent tout le temps. Et nos réponses doivent être aussi adaptées à ces réalités. Alors, mais lorsqu'on parle de zéro tolérance, qu'est-ce que cela veut dire? On veut comprendre l'enjeu puis avoir la meilleure réponse pour pouvoir résoudre l'enjeu. Merci, Rose. C'était des beaux mots de conclusion. Donc, Axel et Rose, vous avez toutes deux parlé de la façon dont on utilise la langue au sein d'un organisme et les mots qu'on utilise. J'aime beaucoup ce que vous avez mentionné, Axel, les règlements au sein de l'organisme. Il y a par exemple certains organismes qui ont déjà un règlement sur le sujet. Et cela peut avoir un impact sur la façon dont nous répondons à certains contextes. Par exemple, des règlements anti-violence. Et car ce contexte peut avoir lieu sur le milieu du travail et je pense que ça a été bon de mentionner cela. Axel, vous avez aussi parlé du fait de répondre, de réagir en dehors de soi-même et de parler aussi de la durabilité. L'organisme ne vit pas seulement avec une personne, il y a toutes les personnes de l'organisme. Rose, vous avez mentionné par exemple le recrutement et Axel, vous avez parlé de la façon dont un organisme réagit à des incidents qui ont lieu au sein de l'organisme. Avant de passer à la discussion avec les participants et participantes, je trouve que c'est important de mentionner qu'il faut montrer le travail qu'on fait, de parler de la confidentialité, de comment nous pouvons corriger les choses aussi après la rétroaction, comment nous pouvons améliorer et faire mieux et comment est-ce que nous répondons à l'environnement dans lequel nous vivons. Ensuite, vous avez aussi parlé du fait que la préparation est dans le travail. Donc, nous continuons de
travailler, de préparer pour mieux répondre aux incidents de discrimination, de racisme et d'oppression et qui voient le jour de façon traditionnelle ou de façon nouvelle. Et ces incidents qui arrivent aussi après avoir été déclenchés par le contexte géopolitique, par exemple. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. J'espère que les participants et participantes ont bien profité de ces réponses. Nous avons deux questions dans la boîte de clavardage. Les efforts de diversité ont souvent été critiqués comme étant dépolitisés pour protéger, et souvent l'objectif est uniquement de protéger le statu quo. Comment est-ce que vous contournez cette réalité? Je vais essayer de copier-coller la question. Rose, peut-être que vous aimeriez répondre à la question? Ça a été long comme question. Il va peut-être falloir la reprendre. Donc, voici la question. Les efforts de diversité ont souvent été critiqués, pardon, car n'ont pas d'aspect politique. L'inclusion peut devenir une façon de neutraliser le travail antiraciste qui vise à protéger le statu quo, surtout lorsque les choses sont organisées autour d'enjeux uniques. Qu'est-ce que vous faites de ce côté-là? Alors, nous, ce que nous faisons, c'est que nous prenons ce sujet en compte tous les jours. Notre équipe représente la diversité et l'inclusion au sein de la communauté. Lorsque vous travaillez avec West, vous savez en fait que les clients qui viennent nous voir proviennent de la diversité et cela est très important. On nous a demandé récemment, ces dernières années, et même en ce moment encore, on nous demande de faire encore plus de travail de renforcement de capacité dans le domaine de la diversité et l'inclusion dans le cadre anti-oppression, anti-racisme. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons continuer de renforcer les capacités en informant nos partenaires et nos communautés. Nous ne voulons pas que nos partenaires et nos communautés viennent dépolitiser cette question de l'antiracisme et de l'anti-oppression. Comme Axel l'a dit, c'est maintenant plus que jamais auparavant qu'il faut agir. Le Canada devrait réaliser les avantages d'avoir une main-d'œuvre et des communautés diverses. Il faut continuer de montrer que la diversité, c'est une bonne chose, c'est que les personnes qui proviennent de la diversité ont des atouts qu'elles peuvent apporter aux organismes. Pour cela, il faut renforcer les capacités et améliorer notre réponse communautaire. Nous ne voulons pas dépolitiser euh, euh, l'antiracisme, l'anti-oppression. Nous voulons continuer de bâtir sur ce message de diversité. Merci, Acha. Oui, et moi aussi, je suis d'accord. Le langage, c'est tellement important. Il y a tout un mouvement maintenant de DEI, diversité, équité, inclusion. Je comprends, mais nous, ici, nous parlons de changement de système en vue de l'anti-oppression et de l'anti-racisme. Moi, j'aime beaucoup le langage utilisé par Ocassi, car c'est également le langage, la terminologie que nous utilisons en tant qu'organisme caritatif. Nous euh, devons en fait faire preuve de précaution lorsque nous prenons une position politique. Access Alliance, c'est un organisme qui pose des questions au moment du recrutement. Nous faisons aussi du travail éducatif et nous travaillons au sein des communautés. Il y a des enjeux qui sont très politiques, mais pour nous,
Il s'agit de mettre en avant le fait qu'il s'agit d'une valeur clé pour l'organisme. Le travail que nous faisons avec la communauté LGBTQ2+, les programmes que nous avons, les programmes qui visent à lutter contre la transphobie, tous ces éléments sont intégrés dans nos programmes. Mais le travail antiraciste est également politique. Mais ces valeurs sont intégrées dans notre travail. Donc, nous ne voyons pas forcément l'aspect politique de ces enjeux. Pour nous, il s'agit de valeurs clés de notre organisme. Et même le travail de plaidoyer que nous faisons, nous défendons, par exemple, l'accès à à différents services. Mais nous ne voyons pas cela comme un travail politique que nous faisons. Lorsque nous avons publié notre politique antiraciste, anti-oppression sur notre site, nous avons été attaqués par les alliés du gouvernement de Stephen Harper à l'époque. Et il y a une radio aussi de Hamilton qui nous a attaqués et nous avons dû faire face à ces attaques. Il y avait ces alliés conservateurs qui nous appelaient. Je pense que Jason Kelly d'ailleurs était également euh, en direct à la radio et il nommait notre organisme et disait qu'ils allaient enquêter sur ce que nous faisions. Et cela fait peur, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Donc, nous devons être authentiques et nous devons personnifier nos valeurs du mieux que nous le pouvons. Nous avons des membres du personnel qui rejoignent des manifestations mais nous, on leur demandons en fait de ne pas faire preuve de désobéissance, même si de, de, de- de respecter les règles. Est-ce que vous aimeriez partager le sondage d'ailleurs avec d'autres membres? Oui. Et comme Amy et Debbie l'ont dit, nous aurons aussi des ressources qu'on va partager avec les organismes membres. J'aimerais vous remercier toutes les deux. Nous en arrivons à la fin de notre rencontre. Nous avions que cette question-là. La trousse est maintenant disponible dans la boîte de clavardage et nous aimerions vous inviter à faire quelques commentaires pour finir une réussite ou un changement qui a eu lieu au sein de votre organisme, par exemple. Et vous avez 1 minute chacune, puis on redonnera la parole à Déby. Allez-y, Axel. Non, je vais donner la parole à Rose. Oh, mais peu importe, moi j'aime bien parler après vous, en fait, Axel. D'accord, ben, je vais commencer alors. Nous travaillons avec des communautés très diverses. Il y a différents parcours, différentes origines ethniques. Et nous avions beaucoup de programmes pour la communauté LGBTQ et nous sommes très fiers de ce travail. C'est vraiment intégré dans tous nos programmes, toutes nos célébrations, nos événements externes, notre identité visuelle. C'est vraiment intégré, c'est très présent. Si on fait un sondage auprès du personnel, ils parleront certainement de ces programmes-là. Et je suis très fière de cela. Nous savons qu'il y a encore une diversité aussi de croyances. Lors du mois du patrimoine asiatique, nous avons des communautés qui sont asiatiques, musulmanes. Nous avions, dans le cadre de nos programmes, tellement d'enfants qui étaient présents. Il y avait des bénévoles. Tous ces enfants étaient là, ils avaient des drapeaux arc-en-ciel. Et vous savez, ce sont les générations futures, c'est notre avenir. Et j'étais vraiment très fière. Et tous nos événements.
donc intègre cette dimension. J'en suis très fière. Merci à vous, Rose. Alors moi, je terminerai en disant que ça a été un honneur de participer à cette conversation. Il y a beaucoup de leçons que l'on continue d'apprendre en tant qu'organisme dynamique au sein de nos communautés. Nous avons été très heureuses et épanouies de pouvoir partager ce travail avec d'autres organismes à travers le pays. La coalition canadienne des femmes dans le domaine de l'ingénierie et de la technologie, par exemple, est un partenaire. Et donc, nous pouvons faire avancer donc l'anti-oppression et l'antiracisme dans le cadre de la stratégie DEI, diversité, équité, inclusion, comme cela est mentionné en ce moment. Nous voulons renforcer la capacité de nos organisations locales pour que ces organismes puissent être reflétés au sein de la communauté. Et l'objectif, c'est de montrer aux autres organismes les changements qui peuvent être mis en place au sein des communautés pour que notre communauté euh, soit plus respons- euh, soit plus infusée par la diversité et l'inclusion. Nous aimons tout le travail que nous faisons. Nous avons eu beaucoup de succès ces dernières années. Nous faisons du travail, par exemple, dans le cadre des métiers pour les femmes et jeunes filles. Nous avons également de- des programmes pour les nouveaux arrivants. Et donc, le partenariat est un élément clé. Merci d'avoir partagé votre politique anti-oppression et nous avons hâte de pouvoir continuer de grandir ensemble. Merci à Axel et Rose. Je suis très reconnaissante du travail que nous faisons et merci donc d'avoir parlé de tout le travail que vous faites depuis des années et cela montre le travail qui reste encore à faire aussi dans le cadre de notre politique antiraciste, anti-oppression. Merci beaucoup et merci pour l'engagement de toutes les personnes présentes et ce document personnifie l'engagement d'OCACI et de tous les organismes membres. Merci à toutes les personnes ici présentes. Merci à toutes les deux et je vais redonner la parole à Debbie. Merci beaucoup, Axel, Asha, Rose. Quelle discussion formidable. J'ai tellement hâte d'avoir d'autres conversations de ce genre. Merci à toutes les trois. Beaucoup de leçons, beaucoup d'histoires. Jason Kelly, que vous avez mentionné et qui était à la radio. En effet. Il a ensuite envoyé une lettre à Ocassi pour dire qu'il allait défendre notre travail et qu'il allait donc appuyer notre travail, mais qu'il refusait de financer notre travail. Et je me rappelle à quel point c'était difficile à l'époque. Mais merci d'avoir partagé vos pensées, votre expertise et d'avoir parlé de ce travail difficile mais nécessaire. Merci à Claudia et Mercedes. Merci de nous avoir offert vos services d'interprétation. Nous en arrivons donc à la fin. Et puis l'interprétation, juste j'aimerais mentionner, nous permet de rendre notre travail plus accessible. Merci de répondre au sondage qui va apparaître dans la boîte de clavardage. Merci également aux organisateurs, Amy, Martha, Tania, Asha, pardon, pas Asha, je veux dire Selena. Qui est-ce que j'ai oublié? Lia, je pense que j'ai nommé tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, sachez que je suis très reconnaissante. Merci à Parvin aussi. Et j'ai hâte de pouvoir parler avec vous la semaine prochaine. Merci et passez une belle journée.